Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Sonia Mabrouk agressée par Élise Lucet. Alors Élise Lucet, journaliste ou ange de la télé-réalité? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail grâce aux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur JP Poignard et Gilles Chesbeuf. Merci à eux. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ces entretiens, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, alors je ne peux pas répondre à tout le monde, vous vous en doutez bien. Et puis vous avez certaines demandes, certains aimeraient que j'améliore la qualité sonore de mes vidéos, d'autres que je change mon générique, voire que je traite certains sujets. Comme je suis tout seul, il m'est difficile de répondre à tout le monde. J'espère dans les semaines à venir avoir un peu plus de moyens pour répondre à tous vos désirs. En tous les cas, pour aider leur information, un pouce levé, un petit message, ça aide toujours pour la visibilité puisque c'est pris par les algorithmes, c'est pris en compte par les algorithmes. Merci à tous. Alors, comme je l'annonçais en titre, Élise Lucet s'est retrouvée sur le même plateau que la belle Sonia Mabrouk. Quand on regarde cette image, on voit que tout oppose ces deux femmes. Vous avez une blonde aux cheveux courts avec un blouson rouge, cela annonce un certain féminisme, une certaine radicalité. On ne va pas dire révolutionnaire de la part d'Élise Lucet, ce serait lui prêter des intentions qu'elle n'a pas. De l'autre côté, des cheveux longs, une brune, habillée de bleu, assez élégante. Sonia Mabrouk incarne dans une certaine mesure le côté conservateur. En effet, Sonia Mabrouk était l'invitée de Léa Salamé pour parler de son actualité. Et son actualité, c'est ce livre, Reconquérir le sacré, la survie de l'Occident passera par le sacré, autrement dit, renouer avec ses valeurs chrétiennes. Pour Sonia Mabrouk, le principal coupable, c'est cet islamisme radical, c'est ces écologistes radicaux, c'est ce wokisme. Vous comprenez bien que sur le plateau du service public très proche de l'idéologie wokiste, ça ne pouvait pas passer. Élise Lucet, avec son blouson rouge, passe à l'attaque. Quand Sonia Mabrouk essaie de formuler quelques phrases, elle est coupée, sa pensée est saucissonnée. Vous connaissez cette technique pour empêcher évidemment l'interlocuteur de développer une pensée construite. Et puis, lorsque Élise Lucet dit que les islamistes détestent la France, Élise Lucet tombe des nues comme les écologistes radicaux. Alors c'est très important puisque nous connaissons cette histoire qu'il y a des luttes intersectionnelles entre les islamistes et les écologistes. Et Élise Lucet semble découvrir cette réalité. Et c'est là où j'ai expliqué qu'elle sortait de la télé-réalité. C'est le monde des bisounours, où tout le monde s'aime, où il n'y a pas de méchants. Quand on s'appelle Sonia Mabrouk, qu'on a vécu en Tunisie, on sait bien ce que c'est que les islamistes, qu'on ne confond pas avec les musulmans. Les islamistes, ce sont des fanatiques, et des fanatiques qui veulent imposer une théocratie. Cette théocratie ne peut être que l'ennemi de la République et de la liberté. Élise Lucet devrait déjà regarder dans un dictionnaire ce que signifient les mots. Mais comment se fait-il que cette Élise Lucet puisse découvrir ce genre de choses? En fait, ce qui gêne Élise Lucet, et qui gêne à peu près tous ces gens de gauche, c'est justement la complicité d'une partie de la gauche avec des mouvements fanatiques. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelque temps où l'Europe avait fait une campagne pour expliquer que la beauté était dans la diversité et que la liberté était dans le hijab. Et cette campagne était financée par des islamistes radicaux. Eh bien, pour Sandrine Rousseau, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et qui a remis Sandrine Rousseau comme il le fallait? Eh bien, c'est Fatia Boudjala, c'est-à-dire des femmes qui subissent l'assaut du voile et qui expliquent qu'en effet, qu'en Iran ou ailleurs, eh bien, l'islamisme, c'est pas très drôle. Il n'y a que les petites bourgeoises de Montreuil, de la rue Oberkampf ou du 20e arrondissement qui ne voient pas où sont les problèmes. Par contre, les Français, eux, les subissent. C'est le monde des bisounours. Alors, ce qui me dérange avec Élise Lucet, c'est qu'elle a fait souvent un travail tout à fait remarquable, cache investigation, il y a souvent eu de très bons reportages. Or, depuis quelque temps, on a l'impression qu'elle ne fait plus son métier comme il faut. Bruno Attal nous rappelle que sur l'affaire Zecler, eh bien, ils avaient plus ou moins bidonné certaines données. Et lorsqu'on avait demandé à Élise Lucet de faire un dossier Alstom, eh bien, on l'attend toujours, le dossier Alstom. Alors, c'est bien beau de vouloir faire des dossiers sur Bolloré, mais on aimerait aussi que Élise Lucet s'interroge
sur France 2. Comment se fait-il qu'il y a un politiquement correct inouï sur France 2, que France 2 a soutenu toutes les politiques sanitaires les plus délirantes, que France 2 a soutenu tous les mensonges d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron. Alors qu'elles viennent certainement pas nous donner des leçons. Nous, ce qu'on aimerait, c'est la Élise Lucet qu'on a connue à la fin des années 90, qui était capable de faire un reportage, notamment sur la petite enfance, reportage tout à fait important et qui a d'ailleurs ouvert les yeux de bien des personnes en France. Alors, il y a plusieurs façons de faire du journalisme, soit faire du journalisme aux ordres, c'est manifestement ce qui est arrivé à Élise Lucet, c'est véritablement dommage. D'ailleurs, je me rappelle, dans une ou deux interviews, elle avait dit qu'elle subissait des pressions, bien on voit bien que ces pressions ont donné quelques résultats. Un extrait du reportage d'Élise Lucet est dans mon descriptif. Âme sensible, s'abstenir. En tous les cas, quand les Français paient des impôts, c'est pour obtenir en échange un service public de qualité. Or, lorsqu'on allume notre télévision et qu'on regarde le journal de France 2, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que la qualité n'est pas là. Notre argent est parti en fumée, a été mal dépensé. Politiquement correct, wokisme, soutien au narratif du gouvernement. J'en donne comme preuve ce qu'ils ont fait pendant la période du Covid où ils ont soutenu tous les mensonges d'Olivier Véran et tous les mensonges d'Emmanuel Macron. Et ce sont ces gens-là qui viennent critiquer les journalistes qui font leur boulot. Eh bien oui, nous sommes dans un monde orwellien. Nous allons passer dans un deuxième sujet qui est tout aussi orwellien, la réforme des retraites. Parce que on est obligé de s'interroger. Qui a fait en sorte que cette loi sur la réforme des retraites soit votée? Eh bien, c'est Bruno Retailleau qui dirige les LR au Sénat. Et ce quelqu'un est très fier de nous annoncer, je pense que la France est en train de chuter, croyez-moi, dans les prochaines années. S'il n'y a pas un ressort très très vigoureux, notre pays va s'effacer de l'histoire. Mais à qui la faute? C'est bien la faute à l'UMPS, qui a voté toutes les lois de Bruxelles, qui a détruit une grande partie de notre industrie, qui a toujours soutenu le libre-échange et qui aujourd'hui fait payer la note aux Français. Nous allons bientôt voir une augmentation de la pauvreté et notamment des seniors parce qu'ils ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans. Monsieur Retailleau est très fier d'avoir soutenu tous les gens qui ont abouti à ce résultat. Monsieur Retailleau nous explique aussi que de toute façon, s'ils votent la réforme des retraites, c'était dans leur programme et que ce n'est pas à la rue de dicter la loi. Ah oui, franchement ? Parce que Bruno Retailleau, je suis quand même obligé de vous rappeler que vous avez fait 5% aux élections présidentielles, donc les Français n'ont pas voulu de votre programme et que vous essayez donc de l'imposer par la force dans une certaine mesure. Et puis on tient aussi à vous rappeler que dans une démocratie, ce n'est pas à l'opposition de faire le travail de la majorité. Les seuls États où l'opposition fait le travail en quelque sorte de la majorité ou du pouvoir, eh bien ce sont dans des États totalitaires. C'est absolument délirant. Et puis on a appris quelque chose qui me laisse pantois. Vous êtes insulté, méprisé par la majorité présidentielle, je vous renvoie à Dupond-Moretti, mais aussi au Sénat, où François Patriat a fait un geste tout à fait étonnant. Le président des sénateurs de la majorité présidentielle, François Patriat, a menacé le centriste Arnaud de Belenet de le buter. Et d'ailleurs, Arnaud de Belenet est en train de faire le geste d'un pistolet qui tire, puisque c'est le geste de François Patriat. Qui est ce François Patriat? On en a souvent parlé sur cette chaîne. C'est par exemple lui, il y a quelques jours, président du groupe LAREM, ancien socialiste, qui avait voté la réforme à 60 ans et qui aujourd'hui est pour la réforme à 64 ans. Les Français sont d'accord avec le texte au fond d'eux-mêmes. C'est bien, il psychanalyse les Français, il sait exactement ce que pensent les Français. On ne peut pas faire pire que ce personnage. C'était le même, souvenez-vous, qui nous expliquait que de toute façon, les ouvriers pouvaient travailler bien plus longtemps parce qu'ils avaient des exosquelettes, qui n'existaient évidemment que dans son imagination. Alors certains me font remarquer que non, ça existe vraiment. Oui, mais aucun ouvrier, en tout cas moi quand je suis en France, je travaille suffisamment avec des gens, avec des artisans, personne n'est équipé d'exosquelettes. Ça n'existe que dans l'imagination de François Patriat, ou tout au moins dans son narratif. Et c'est donc un membre de cette majorité d'Emmanuel Macron qui est capable de dire à quelqu'un qui vote sa réforme, on va te buter.
Eh oui, Emmanuel Macron utilise toutes les armes des mafieux, hein, l'intimidation, le chantage, il achète aussi ses opposants dans une certaine mesure. Voilà ce qu'on découvre par exemple dans les Échos. Retraite, comment le gouvernement a évité les blocages massifs de chauffeurs routiers? L'État a promis d'apporter pendant 7 ans sa quote-part au dispositif de fin d'activité anticipée des conducteurs routiers, soit 150 millions par an. Le décalage de 2 ans de ce régime spécial et ses modalités pratiques doivent être encore négociées. On achète les syndicats, on achète parfois certains députés, on menace les autres, on ment. Voilà la méthode d'Emmanuel Macron, mais ça, vous n'aurez pas ces informations sur le service public. Pensez par exemple que la semaine dernière, Emmanuel Macron expliquait que sa porte était ouverte aux syndicats, et lorsque les syndicalistes ont voulu franchir cette porte, on leur dit non, non, elle est fermée. Voilà le travail d'Emmanuel Macron, et s'il arrive aujourd'hui à faire passer cette réforme au Sénat, c'est tout simplement eh bien, qu'il bénéficie d'une totale complicité des journalistes. Alors, quelle est un petit peu la suite? Est-ce que nous avons encore une chance de faire reculer cette réforme des retraites? La réforme peut être définitivement adoptée jeudi. Au contraire, si les députés et sénateurs parviennent à un accord au sein de cette commission paritaire, le texte remanié devra être validé jeudi 16 mars à partir de 9h au Sénat, puis à 15h à l'Assemblée. Si les étoiles s'alignent de façon optimale pour le gouvernement, vous voyez à chaque fois ça vient soutenir le gouvernement, le projet peut être définitivement adopté dès jeudi. Reste pour le gouvernement à obtenir une majorité à l'Assemblée pour éviter de devoir recourir à l'article 49.3 de la Constitution. Sachez que ça se joue à 2-3 députés près. C'est pour cette raison que certains susurrent que ceux qui seraient hésitants recevraient certains avantages du gouvernement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, s'il tente le 49.3, c'est-à-dire le passage en force, eh bien, ça risque un petit peu de tanguer. Pourquoi ? Parce que certains députés ont bien compris qu'ils ont une fenêtre de tir pour faire tomber ce gouvernement. C'est d'ailleurs quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que l'opposition ne profite pas de la faiblesse absolue de ce gouvernement? Ils ont été nuls de H jusqu'à Z. Ils ont, et je vous renvoie à mes précédents numéros, ils ont explosé en vol pendant 15 jours. Pourquoi ne profitent-ils pas de l'occasion? Alors on apprend quand même que des groupes d'opposition réfléchissent à déposer une motion de censure transpartisane en cas de 49.3 et Jordan Bardella dans le Figaro nous apprend en effet qu'ils sont en train de travailler. La réforme des retraites parvient-elle à unir les oppositions? Invité ce dimanche sur France Inter, le patron du Rassemblement national a évoqué des discussions à l'Assemblée nationale sur une éventuelle motion de censure commune aux oppositions. S'il choisissait d'utiliser l'article 49.3 sur la réforme des retraites, le gouvernement a une chance de tomber, a affirmé Jordan Bardella. D'après les indiscrets que nous avons, il y a non seulement des députés LR qui sont dans la discussion, parce que tous ne suivent pas la ligne Ciotti, Retailleau, Marlex, mais il y aurait aussi des députés macronistes. Alors, s'ils arrivent à se rassembler, évidemment, comme le dit Jordan Bardella, le gouvernement a une chance de tomber. Mais vont-ils le faire? Ça, nous verrons bien jeudi. Sans transition, nous allons passer à la page internationale. Zelensky n'a pas été invité aux Oscars comme l'année dernière. Certains y verraient qu'une continuité, d'autres peut-être ainsi. En effet, on lit dans Politico ou dans Newsweek le fait que le président ukrainien n'a plus trop la côte. Les derniers événements autour de Bakhmout montrent qu'il sera très difficile pour cette armée ukrainienne de bousculer l'armée russe et qu'au contraire se dessine une défaite assez humiliante. Donc certains sont en train de dire il faut arrêter les frais, il faut absolument négocier avec Vladimir Poutine. Ce serait enfin la voie de la sagesse. Mais le seul ennui, c'est que Zelensky s'accroche à son pouvoir et on voit des tensions entre le pouvoir civil ukrainien et le pouvoir militaire, et aussi des tensions entre le gouvernement général de l'OTAN et l'armée ukrainienne. Manifestement, il y a de l'eau dans le gaz. Alors, j'ai lu dernièrement que les missiles hypersoniques russes auraient touché le quartier général américain à Kiev. J'attends confirmation, il faut donc utiliser le conditionnel. Ah, on va faire une petite page souvenir.
Un joli tweet plein d'amour. Allez, on va regarder Raphaël Antoven, il ressort sur les réseaux sociaux, celui-là. Bonne année à tous, sauf aux antivax, qui sont vraiment soit des cons, soit des monstres. Alors, c'est là où je suis pas d'accord avec mes camarades qui expliquent que Raphaël Antoven est soit l'un, soit l'autre. Non, pourquoi opposer? Il est l'un et l'autre, il me semble. Parce que pour écrire ce genre de choses, il ne faut pas être très malin, mais il faut être surtout... Il faut manquer d'humanité, il faut donc bien être monstrueux. Et puis on va terminer sur une note plutôt positive. Quelqu'un que j'admire beaucoup, vous vous en doutez, c'est le général de Gaulle. Nous sommes dans l'adversité, lui il n'a jamais lâché. Oh, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation, ni la servitude, pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Charles de Gaulle. Voilà, il faudrait s'en souvenir pour les prochains combats que nous aurons à mener. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye!